Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 72e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier bilan de l'année 2024. Je vous invite à écouter peut-être certains bilans précédents si vous êtes mêlés parce que je ne vais pas autant dans le détail dans les nouveaux bilans que dans les premiers que j'ai faits pour présenter les différents FNB. Et je vous rappelle surtout que je ne vous dis pas quoi faire. Je ne suis pas millionnaire. Tout ce que je fais, c'est que je vous invite à m'accompagner dans mon aventure vers mes objectifs financiers personnels qui sont très atteignables et je fais ça de façon transparente pour vous montrer un peu peut-être une façon de fonctionner pour faire ses bilans, son actif net et tout ça. Donc, mon premier objectif, je vous rappelle, c'est de remplir mes comptes avantageux fiscalement, soit REER, CELI et régime épargne études enregistré pour mes deux filles. C'est sûr que je vais faire des erreurs dans les prochaines années, les prochains mois dans ce que je vous partage et j'espère que je vais faire aussi des bons coups à vous partager, mais je vais justement tout vous partager ça de façon transparente pour essayer de vous soit vous inspirer ou soit de vous comparer. Je rappelle que je partage ce qui me concerne. Donc, tout ce qui concerne la valeur nette et les chiffres de ma blonde ne sont pas partagés ici. Elle est investie dans son REER et son CELI de façon autonome et passive dans le FNB XEQT. Donc, toutes ces choses sont dans XEQT. Aussi, j'ai 200 000 $ d'assurance vie qui ne sont pas inclus dans mes actifs nets parce que ce n'est pas vraiment à moi. Ça va être à mes filles ou à ma conjointe lorsque je vais décéder. Et j'ai décidé également de ne pas inclure l'impôt des REER parce que c'est tellement variable. Ça va dépendre de ma stratégie de décaissement rendue là. Et je vais partager le revenu également avec ma conjointe. Et j'ai décidé en contrepartie également de ne pas inclure RRQ et pension de vieillesse dans le calcul de l'actif parce que je ne connais pas encore exactement ces chiffres-là. Enfin, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis ici, c'est à des fins éducatives et ça vise uniquement à vous faire réfléchir en vous montrant avec un exemple concret à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. Si vous avez besoin d'un support visuel, il y a une image qui est partagée comme toujours sur la page Facebook du podcast qui peut accompagner mes propos si ça peut vous aider. Donc, pour commencer le bilan au niveau des actifs, donc dans mon compte chèque personnel, j'ai en date du 27 mars 2024, j'ai 2012 $ dans mon compte Desjardins, donc avec un rendement de 0,04% probablement, et je garde habituellement le minimum requis ici autour de 1500 $. Le reste est investi à 100%. Je répète, moi, ma marge de sécurité, c'est mes conditions de travail avec une assurance invalidité, assurance vie, tout ça, et ma marge de crédit hypothécaire que j'utilise très peu souvent en cas d'urgence. Attention, habituellement, vous devriez avoir dans un compte chèque, un compte épargne ou un compte, bref, sécuritaire, environ 3 à 6 mois de dépenses. Dans le compte conjoint avec ma conjointe, la partie qui m'appartient, on a un petit peu plus d'argent ce mois-ci parce qu'on avait un peu plus de dépenses, vous allez voir. J'ai 2453 $. Dans mon CELI, j'ai 79 501 $ en date du 27 mars 2024. J'ai investi 0 $ depuis le début de l'année dans mon CELI. Mais le CELI a quand même augmenté de 4 250 $ environ, mais ça, c'est juste grâce au rendement. J'ai actuellement 77,6% dans des FNB indiciels canadiens, dont XUU qui suit le marché américain total à peu près pour 45%. J'ai XIC qui suit le marché canadien pour environ 25%. J'ai le marché international avec XEF à 25% et le marché émergent avec VEE à 5%. Donc, je respecte à peu près ces pourcentages-là à 1% près dans mon CELI. Je vous annonce tout de suite, je trouvais que 25% pour le Canada, c'était beaucoup. Ça faisait longtemps que je réfléchissais. Donc, je vous annonce qu'au prochain trimestre, le XIC risque d'être à 15% pour le marché canadien et je vais envoyer 5% dans le marché américain dans XUU pour avoir environ 62% US dans mon CELI en intégrant le 27% des actions individuelles. Et j'ai transféré l'autre 5% dans XEF pour le marché international afin de me rapprocher de ratios un peu plus logiques.
J'ai entendu sur différents podcasts au cours des dernières semaines qu'il fallait entre 20 et 40% et dans d'autres podcasts 15-20% de son actif pour que ce soit optimal fiscalement au Canada. Donc, j'ai pris le plus petit des montants mentionnés, soit 15%. Je trouvais que c'était plus raisonnable en sachant que moi, ma maison, mon travail et j'ai déjà beaucoup d'actifs d'investis ici dans notre beau pays. Ce que je fais dans mon CELI, c'est simple, je me connecte 5 minutes à la fin du mois. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci pour investir rien du tout, vous allez voir. Donc, j'ai investi aucun montant dans les 3 derniers mois. C'est vraiment mon pire trimestre depuis 2019, depuis que j'ai investi de façon autonome. Vraiment mon pire trimestre, j'ai investi $0. Pourquoi? Je m'étais gardé de l'argent pour investir dans le régime épargne études enregistré de mes filles et je m'étais gardé un autre coussin d'environ, je pense que c'était 5-6 000 à peu près, que j'avais de coussin dans mon compte épargne pour payer une thermopompe. En fait, 2 thermopompes. Mais j'ai mal calculé, donc j'ai mal compris la soumission. Bref, ça prenait en plus un échangeur d'air, un déshumidificateur, le temps d'électricien n'était pas inclus. En fait, l'électricien n'était pas inclus, matériel étant dans la soumission. Donc, je suis bien bon pour gérer des finances, mais pas pour gérer des soumissions. Bref, il a fallu que j'emprunte 7 000 $ sur ma marge hypothécaire en janvier et j'ai pas été capable de le rembourser malgré une épargne de 9 000 $ dans ces 3 mois-là parce qu'il a fallu que je paye 3 voyages dans ces 3 mois-là aussi. Donc, le premier voyage, c'est un voyage à Punta Cana pour le mariage de l'ami de ma blonde. Donc, j'en reviens tout juste d'ailleurs et j'ai lu 4 livres en une semaine sur la plage à travers les mojitos. Donc, je vais vous les résumer bientôt. Le deuxième voyage que j'ai dû payer, c'est un voyage à New York en mai avec ma sœur et ma mère. Donc, l'hôtel est déjà payé, le parking et tout ça. Donc, j'ai payé, mais j'ai pas encore profité. Donc, tout ça, c'est dans les 3 premiers mois. Et c'est pas donné. Maintenant, 5 jours sur Manhattan, c'est rendu cher un peu. Et le troisième voyage, c'est que je vais donner 3 conférences dans un congrès en Finlande dans le mois de mai aussi. Donc, il a déjà fallu que je paye l'avion et l'hôtel, ça s'en vient. Et avec la vitesse administrative légendaire de l'université pour rembourser les dépenses, je toucherai pas ça avant plusieurs mois. Donc, j'ai eu beaucoup de dépenses qui ont été occasionnées dans les 3 premiers mois de l'année qui vont me faire profiter plus en mai et tout ça. Et j'ai pas reçu ces remboursements-là ou j'en ai pas profité encore. Donc, bref, je devrais être capable dans les prochains mois de recommencer à investir, mais ça n'a pas été le cas dans le premier trimestre de 2024. Pourquoi je vous dis ça? Je trouve que ça arrive de ne pas respecter son plan d'investissement, puis il ne faut pas capoter avec ça. Il faut se pardonner aussi quelques dépenses parfois. Même si, bien sûr, j'aurais préféré vous dire aujourd'hui que j'avais investi 9 000 $ en 3 mois, puis mon actif net avait augmenté de 12-13 000 de plus à cause des rendements. C'est pas le cas. Ça arrive. C'est pas grave. On essaye d'augmenter chaque année un peu plus notre actif net. Moi, je réussis à bien le faire d'habitude, mais je comprends que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, essayez d'y aller à petits pas. Donc, je vais essayer cette année peut-être que je réussirai pas à mettre 34 000 comme l'année passée en investissement dans mon CELI, mais c'est pas grave. Au niveau des actions individuelles, ils composent actuellement environ 19% de mon CELI. Je vise 27%. Donc, je vous l'avais expliqué au dernier bilan. J'avais pas eu le temps en décembre d'analyser les compagnies pour investir. Donc, j'avais juste mis ça dans les FNB. Et puisque je n'ai pas réinvesti dans le premier trimestre, je n'ai pas réussi à rééquilibrer tout ça encore. Et honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le faire adéquatement. Donc, je vais encore attendre de réinvestir du capital pour rééquilibrer les choses. J'ai 5 titres en ordre d'importance actuellement dans mon CELI. J'ai InMode, INMD en première position, Regeneron Pharmaceuticals, Aerogen en deuxième, Medifast, MED en troisième, Innoviva, INVA en quatrième. Et j'ai un nouveau joueur, NetEase, NTES, qui occupe la 5e place en termes de pondération dans mon CELI. This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free Bright Side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at lq.com. En effet, je n'ai pas investi dans les 3 premiers mois de 2024, mais j'ai quand même fait un peu de mouvement, juste un. J'ai vendu 2 actions sur 5 que j'avais dans Regeneron Pharmaceuticals. Donc, il a fait presque du 40-50% de rendement depuis que je l'ai acheté. Donc, j'ai pris un peu mes gains parce que dans mon outil d'analyse que vous allez voir, ceux qui sont abonnés, il est rendu orange. Donc, il est peut-être un peu surévalué pour moi. REGN, donc j'ai pris une partie de mes profits, ce qui me donnait environ 2000$ US,
et j'ai séparé ce 2000 pièces US-là en deux. Donc, j'ai mis 1000 $ environ dans InMode, INMD, et environ 1000 $, je pense, de mémoire, là, dans NetEase, NTES. Donc, c'est le seul mouvement que j'ai fait dans les 3 derniers mois. Je suis rendu avec 3 titres dans le CELI, mais qui concernent ma plus jeune, qui sont achetés par son parrain. Donc, je rappelle, son parrain, il achète comme cadeau toujours des actions. Donc, elle a maintenant ON Semiconductor, donc le ticker ON. Elle a DMG Blockchain Solution, DMJ, et Consolidated Water, CWCO. Et moi, je capote. Ma plus vieille, en fait, est maintenant rendue avec un titre. Elle m'a demandé à 8 ans d'investir son argent à la bourse pour copier sa sœur, parce qu'elle voyait bien que sa sœur est partie avec 450 puis elle est rendue à 900 $ en 2 ans. Donc, je l'ai investi dans FEQT parce qu'il y a un 3% de crypto-monnaie. Donc, ça fait la même chose que XEQT, mais il y a un 3% de crypto. Donc, elle a investi 80 $ et elle a déjà fait 8 $ en 2-3 mois. Donc, elle capote. C'est presque un mois de salaire pour elle sans rien faire. Et justement, je vais partager dans un épisode des abonnés qui s'en vient ma stratégie actuelle avec mes filles. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire finalement avec elles pour la rémunération et l'investissement. Pour la crypto, je vise 3%, je suis à 3,6%, donc 2,2% dans le Bitcoin, 1,4% dans l'Ethereum. Donc, ça a beaucoup monté dans la dernière année. Donc, je vais devoir vendre une partie de ma crypto dans le prochain trimestre. Dans Montréal, j'ai toujours... en fait, je suis rendu à 56 955 $. J'ai rien investi dans le dernier trimestre. C'est 3 500 $ de plus dans Montréal depuis le début de l'année, mais c'est grâce au rendement. Et je respecte bien les répartitions dans les 4 FNB visés, soit 30% dans VOO, 20% dans QQQ, 35% dans VXUS et 15% dans AVUV, AVUV. Dans Montréal, collectif hybride, j'ai 94 682 toujours. Il n'y a rien qui a changé depuis le début de l'année parce que je fais le calcul une fois dans l'année pour mon Montréal collectif. Dans le régime épargne études enregistrées de mes filles, le montant est rendu à 63 336 $ pour le REA de mes filles. Donc, moi, j'ai un capital de 40 124 $ là-dedans. J'ai déposé 7 058 $ début janvier pour rattraper le dernier retard qu'il me restait. Donc, à partir de l'année prochaine, je vais pouvoir mettre 5 000 $ seulement, ce qui est très agréable. Donc, mes filles ont environ 23 000 $ à elles à date, là, donc à peu près 11 500 chaque là, pour leurs études. Ce RE-là est investi à peu près à 70% dans GEQT et à 30% dans XEQT. De plus en plus qu'on va se rapprocher du décaissement de ma plus vieille, je vais commencer à rééquilibrer le portefeuille avec un petit peu plus d'obligations dans ma répartition d'actifs. J'ai rien dans mon compte non enregistré. Ma maison, j'ai toujours 325 000 de valeur en termes de capital de mon côté. Et mon auto vaut toujours à peu près 25 200 $ en termes d'actifs. J'ai rien dans l'immobilier. Et en termes de prêts privés, j'ai 1197 $ que j'investis sur une plateforme de prêts privés en ligne. C'est un montant que j'ai expérimenté au début. Je n'ajoute pas de capital là tant que mes autres comptes ne sont pas remplis, bien sûr. Donc, au total, mon actif représente 627 124 $. En termes de passif maintenant, j'ai 105 $ de passif, de dette sur ma carte de crédit. Habituellement, je suis à 0, mais là, je n'ai pas remboursé avant de faire l'épisode. J'ai 63 149 $ d'hypothèque, donc la moitié de l'hypothèque que j'ai avec ma conjointe. Et j'ai maintenant une dette de 4 000 $ sur ma marge hypothécaire. Donc, j'avais emprunté 7 000 en janvier. J'ai juste réussi à rembourser 3 000 $ plus les intérêts. Donc, j'ai 4 000 $ de dette sur ma marge hypothécaire. J'ai donc un passif qui a augmenté le dernier trimestre, qui est rendu à 67 254. Donc, mon actif net, ce que j'ai si je vends toutes mes choses que j'ai dans la vie et que je rembourse mes dettes, est de 559 870, soit une augmentation de 1,3% depuis le dernier bilan il y a 3 mois. Donc, c'est vraiment juste les rendements parce que j'ai rien investi, justement. Et mon portefeuille net, donc ce que j'ai en termes de liquidité, l'argent que je pourrais avoir demain matin sans vendre ma maison, par exemple, il y a eu une augmentation de 3,8%, toujours grâce au rendement. Donc, en conclusion, le prochain épisode va être la synthèse du livre de Margaret Kerr et de Joanne Kurtz, qui a été écrit en 2016, qui s'intitule « Créer son entreprise pour les nuls au Québec ». C'est un épisode spécial parce que ça parle plus de mettre sur pied une business au Québec que de finances, mais j'ai honnêtement dévoré ce livre-là qui était une vraie brique. Donc, j'ai bien hâte
de vous le résumer. Ce jeudi, je fais l'analyse de 20 titres qui n'ont pas passé la première étape de ma stratégie d'analyse, dont certains que vous connaissez bien comme Lululemon et Crocs. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.